Le livre s'appelle Lieu. Il est constitué de 40 paysages humains, paysages avec intervention de l'homme ou l'homme se lisant lui-même par le paysage 40 fois. Après quelques ronds-points, on y sera. Mais dehors, pour l'heure, encore c'est une terre grasse noire de mort qui, quoi qu'on tente, colle aux semelles, pèse sur les épaules jusqu'à faire ralentir le pas. Plus loin là-bas, où étaient les combats, enfoncent ces cimetières comme autant de bornes kilométriques absurdes, dont le gazon impeccablement tondu, les croix blanches alignées jusqu'au bout d'un regard où ne tonnent plus que les orages de l'été, répondent aux images floues sur lesquelles il n'y a plus autour des combattants, des morts déchiquetés, bondissant, que des fleuves de boue, les avalant doucement, patiemment, ainsi qu'un enfant gourmet le fait des bonbons subtilisés sur la table ou dans le bocal qu'il a réussi à attraper sur l'étagère haute du buffet. Si on demeure ici, bien loin des côtes qui mangèrent ces hommes, il en reste partout comme l'écho, le fracas des fantômes, tout cela qui serait resté pris dans les draps maintenant pliés et qu'on verrait tomber sur le parquet en les dépliant pour préparer la couche du voyageur. Et c'est sans compter encore avec ce qui reste de l'autre guerre, elle plus proche, venus jusqu'ici, et qui pour elle sourd partout, des hommes, des femmes surtout, dans ce qui se raconte quand rien ne se raconte que des jours où l'on n'était pas autre chose qu'un avenir que plus personne n'imaginait, parce que l'avenir semble n'être plus que tapis de bombes, lapidant tout et laminant le reste, villages et bois et champs, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une bouillie, sans nul nom. La conversation a repris quelques minutes avant de s'éteindre, comme on passait la forêt qui est verrou sur la vallée qui vient. Ensuite, l'horizon jusqu'alors un peu bouché d'arbres rugueux, à force de vent, de bruine, de pluie à rideaux de dentelle, de gel à faire tomber le ciel dans des fracas courants au fond des bois, se dégage légèrement, va en s'élargissant. C'est à chaque fois l'image d'une grosse bête s'étirant qui émerge et qu'on laisse venir, puisqu'on sait bien que la repousser ne sert à rien, ne fera rien être d'autre que la même toujours, qui pousse du museau et qui fait bien ce qu'elle veut. La route est à présent plate et quasi droite, nonobstant un déhanchement qu'elle ne retient même pas pendant qu'on passe un étang, et puis un autre, puis le troisième ensuite. Lui, le plus vieux, dissimulé comme il le peut derrière ses haies déplumées, puisque le temps passe dessus sans jamais se lasser. Là-bas, un arbre seul cache un calvaire de pierre blanche dont la croix usée penche de toutes parts. Des voitures viennent régulièrement le pousser de leur nez. C'est la ligne droite qui rend les conducteurs imprudents. Il n'y a jamais eu de mémoire d'homme que de la tôle froissée, et beaucoup plus de peur que de mal, mis à part donc le calvaire, que chaque choc délabre un peu plus et fait ressembler de loin à un bonhomme tordu par la dérive de son âge. Des chemins débouchent de toutes parts, qui arrivent de nulle part, y amène tout de même quand une promenade les prend sans trop savoir pourquoi. Un ruisseau vient aussi, qu'on n'a pas vu surgir, longeant le gravier sans faire plus de bruit que cela. Il pleut des cordes toujours, et c'est un tissu droit. Les nuages sont d'un mercure casqué de noir, avalant chaque regard d'un unique coup de glotte. À brasser ces quelques kilomètres carrés qu'on traverse toujours, tranquillement assis à l'arrière de la voiture, engoncé dans la veste trop chaude qu'on a oublié de retirer en s'installant, mais qu'on sera infiniment heureux d'avoir sur le dos lorsque l'on arrivera et que, s'extirpant de l'acier tiède, du tissu de la mousse, à mémoire de forme, à mémoire de rien, on sentira les crocs du froid essayer de se planter vainement dans notre dos, nos ventres. On finit par s'apercevoir qu'il s'agit bien, pour ce qui concerne la vallée, d'une cuvette qui, dans le plateau immense dont on ne sait pas où il s'arrête, il faudrait se documenter un peu, retrouver les livres de géographie dont on a tout oublié. C'est presque une honte, creuse sa marque presque similaire à celle que laisserait un pouce gigantesque enfoncé un peu dans une glaise immense. Au fond, alors, centre presque géométrique est le village. C'est là qu'on va. C'est de là, donc, qu'on ne peut pas s'échapper, bien qu'on tente une sortie à chaque fois que l'occasion qui nous y amenait est passée.
toujours on y retourne, bille dans son bol roulant au creux, retombant pour l'éternité. Cela n'a pas de sens, on le sait bien. Il suffirait de partir sans se retourner cette fois. Mais quelque chose toujours nous tire en arrière. Le temps lui-même peut-être, avec sa lourde cargaison de morts dont nous sommes issus. Les livres en témoignent, qui gardent trace des familles aussi loin que possible et affirment donc que les nôtres de toujours ont été connus ici et pas ailleurs. Ici, ce qui signifie que la terre qu'on voit partout est faite de ce que nous sommes, et qu'en la regardant, c'est soi qu'on regarde, et dans les yeux encore, même si à l'heure qu'il est, il se ferme de sommeil sur cette image, cette charrette chargée de milliers de cadavres qui sont de notre chair et nous attendent sur la place centrale. L'étrange est que ce village est toujours là, toujours, mais jamais même, puisqu'à le parcourir, on voit bien aussi qu'il n'est pas tout seul, et qu'au même endroit exactement, forcément, continue à vivre le village d'avant, et celui d'avant, et ceux d'avant, et ainsi en remontant le temps, coulant aussi loin qu'on puisse remonter en imagination, jusqu'au moment qu'on ne parvient pas à retrouver où peut-être il n'y avait rien ici qu'un vert désordre, vautré au fond de la vallée, traversé de pèlerins, d'errants, de chasseurs. On ne saura jamais cependant qu'on sent par tous les pores de la peau cet empilement d'événements que les mots ne peuvent pas rendre, et même pas si on les amoncelle eux aussi jusqu'à en faire une phrase, et des pages, et des pages, et des milliers de livres qu'on entasserait le long de la rue longue sur laquelle on est maintenant, rentrant les épaules, le cou, enfonçant ses mains dans ses poches, sentant au creux du dos cette langue froide que fait la peur apparue avec la nuit, comme si elle n'avait jamais fait que cela tout le jour, se cacher et attendre qu'on soit seul pour revenir des tréfonds de notre mémoire sans limite, nous rappeler à ce qu'on demeure toujours, sans en pouvoir, mais de petits animaux des talents devant la gueule noire ouverte, la peur. Donc, 3 textes sur les 40 rassemblés par Daniel Bourrion dans ce livre qui s'intitule « Lieu ». Il y a une phrase un petit peu emblématique qui revient à la fin de ce livre, mais que j'avais déjà croisée dans d'autres livres de Daniel, au point que quand j'ai trouvé la phrase, j'ai eu ce truc un peu bizarre, je me suis dit, tiens, il fait un petit cadeau secret, il me cite. La phrase, c'est « qu'à force d'écrire le monde, il finira par être vivable ». Mais non, c'est moi qui me trompais. J'avais effectivement, pour parler de Daniel, repris cette phrase comme titre d'un billet de blog, mais c'est bien lui-même qui le cite. Quand j'ai fait mes 2 ans à la commission d'aide à l'innovation documentaire du CNC, un gars qui s'appelle Gilles Weinzepflen, qui travaille souvent avec une auteure qui s'appelle Emmanuelle Pirer. C'est une famille avec plein de ramifications. Gilles, lui aussi, il est de cette région là-bas, vous savez, l'Alsace-Lorraine, ce qui, entre 1870 et 1914, a appartenu à l'Allemagne. La langue que parle la famille de Daniel Bourrion, c'est le Platt, P-L-A-2-T, une langue germanophone, mais un territoire français. L'ensemble de cette zone que l'Allemagne, autrefois, avait revendiquée pour elle, elle est bornée par environ 5000 pierres qui dessinent une frontière qui maintenant n'est plus une frontière puisqu'elle est à l'intérieur d'un territoire uni et indivisiblement français. La langue de Daniel le prouve. Et Weinzepflen a entrepris je crois que maintenant le film est fini de tourner, il est en montage, de suivre à pied toute cette frontière, borne par borne, à travers champs, fossés, bois, parking de supermarché, routes, grillages, clôtures. Et cette proximité du concret, comme à ce moment-là, elle déplie en chaque signe le temps, la peine des hommes, le labeur et le même ciel. Il y a longtemps que je sais que l'écriture de Daniel Bourrion est importante, en tout cas pour moi ça compte. Je suis de Vendée, ça n'a rien à voir, c'est à l'opposé, mais je crois que ce rapport à la terre, à échapper, à partir, et ce refuge qu'on trouve quand on revient, cette affinité, ce partage, on a quelque chose qui nous rend indissolublement frères. Et c'est ça par contre dont je voulais parler. On est en littérature, on est pleinement en littérature. Les Michon, les Bergogneau, ils sont pas loin. On est dans une forme
incisive, séquentielle. Là, il y a du contemporain. Il y a du contemporain aussi par cette façon d'appréhender les signes, d'appréhender, y compris l'héritage rural, appréhender l'épaisseur du temps, là où quelque chose a rompu. Et c'est là où tout d'un coup on bascule dans le mode d'écriture de Daniel Bourrion. Où est sa table? Sa table est sur le web. Son site s'appelle Face Écran. Il y a le lien juste en dessous. Allez y faire un tour. La table de travail, ça veut dire qu'on travaille évidemment, comme tous les auteurs, jour par jour. Ça veut dire qu'on a des ensembles. Celui concernant les lieux, mais d'autres vont concerner des personnages, d'autres vont concerner des généalogies, d'autres vont concerner sa propre biographie. Comment ça a été l'adolescence à cet endroit-là? Comment certains jours il a pu se prendre pour Robert Smith des Cure, et puis tout d'un coup encore des voitures, encore des boîtes, encore des villages et des pioles, tout ça va renaître. Daniel Bourrion, c'est pas rien sur le web. Il travaille avec une plateforme qui s'appelle Drupal, qui est bien connue des amis québécois ou nord-américains, mais qui est beaucoup plus compliqué en France à utiliser que Spip ou WordPress. Mais ça tient aussi à son travail professionnel à Angers, à l'université, non plus à la bibliothèque universitaire, mais il a inventé un labo, un lab, comme on dit aujourd'hui, ça fait mieux de dire lab, qui est au service de toutes les unités de la fac, de l'université, qui souhaitent se doter d'outils informatiques, d'outils de partage, de réseau, de spécificité, de briques de recherche. Le lieu un petit peu angoissant, c'est en quoi, si on a les pieds et les mains dans l'informatique, parce que c'est notre manière de lire le monde, c'est notre manière d'agir sur le monde, y compris à l'université où il s'agit de penser, chercher, aller dans l'inconnu. Est-ce que ça nous coupe de la vieille tâche de la littérature, comme je disais que la Corrèze de Bergogneau, peut-être pas si différente de la Meuse, si je dis Meuse, il faut m'engueuler, ça doit pas être ça. Enfin, ces coins là-bas, tout à l'est, où la terre a une autre odeur, où la terre est chargée de mort, où c'est la vieille terre de toutes les guerres. C'est justement cela qu'il croise et qu'il dit aussi dans le lieu. Ce qui est intéressant dans le site de Daniel Bourrion, je ne vais pas développer trop, je vais être concis, et ce sera mon dernier point. Son écriture quotidienne, comme nous tous sur le web, dès que ça s'accumule, ça se fragmente. La lecture devient complexe. Donc son travail a été de restituer, à mesure que l'écriture avance dans un de ces ensembles, elle se produit quasiment tous les jours comme fragments. Ces fragments, c'est aussi une autre lecture. Ils sont incisifs, ils décapent. On regarde la phrase comme dans sa loi, dans ses tensions, dans sa syntaxe, dans son jeu, dans son appel, simplement. On nous propose chaque jour lecture d'un fragment, d'une phrase, et quand on lit un livre, le temps, la traversée temporelle de ces paysages n'a plus rien à voir avec leur élaboration un par un, 40 fois sur le site, leur retravail. Daniel Bourrion est l'inventeur d'un système, si vous plongez un petit peu dans ce site, où sans cesse, depuis n'importe quel fragment, depuis n'importe quel point d'arrivée, qu'on cherche par une occurrence, qu'on cherche en lisant une suite linéaire de ces fragments, ou qu'on cherche à appréhender une thématique, comment le livre peut se recomposer devant vous comme unité, comment l'ensemble peut se refabriquer de façon synthétique parce que vous l'appelez sur ce site. C'est une œuvre qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller prendre, recueillir, et même là en lui disant pousse-toi Dan, fiche un peu le camp, là. Laisse-nous avec ton truc, arrête de dire que c'est tes petits machins de distraction, lisez pas ces tweets et Facebook, tous ces plaisantes de choses. Après, part en voyage en Australie ou au fond des USA, ça le regarde. Daniel Bourrion, lieu, sacrée écriture et questionnement qui est là. Comment des écritures qui peuvent s'affirmer comme parfaitement contemporaines, mais parfaitement classiques, graciennes dans ce texte,
peuvent naître d'une pratique web qui interroge la table d'écriture elle-même et qui, en reformulant le lieu de publication depuis cette table d'écriture, remodèle l'équilibre linéaire du récit qu'on appelle livre. Dans cette série, parce que c'est le 10e anniversaire de Publi.net, Daniel a eu un très grand rôle dès le début. Catalogage, indexage des titres, métadonnées, convergence avec les systèmes de classement, bibliothèque, comment construire le streaming, l'abonnement. On a tout fait ensemble. Évidemment, ça relie. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça et qu'en même temps, on écrit, comme dit Maurice Blanchot, écrire est intransitif. Là, on l'a, l'écriture. Ça vient de paraître chez Publi.net. Faites l'effort. Et à demain.